Ah d'accord, ok. Ouais. Il y a un autre David, ok. Il y a un autre David. Effectivement, il y a Woody Woodpecker dessus. Ouais, c'est ça. Hop. Bon, alors du coup, raconte-nous, t'es où, David, là? T'es dans le sud? Je suis dans le sud, en Provence, Où exactement? à Manosque. Pas mal. Ouais, c'est très joli où je suis, il y a une vue de dingue. Le problème, c'est que si je tourne mon ordinateur, les connexions sont pourries dans le sud de la France. Pour faire quelque chose, faut voter des gens qui répètent ces choses, quoi, ici. Donc, Non, donc on n'a pas envie de te perdre, donc tant pis pour la vue. Non, ne bouge pas. on ne bouge plus. Déjà que je suis pas très adroit. Bon, il y a Mathieu qui contrôle, mais bon. Mathieu contrôle du fond du jardin. Exactement. Le petit bonhomme est sage? Il va bien? Ouais, bah, ouais, il est merveilleux, il est magnifique. C'est un garçon splendide qui m'épanouit et me donne énormément de joie. Tu as fêté ta première fête des papas? Vous en avez plusieurs, vous avez l'habitude, vous êtes nouveau pour moi. Bah ouais, mais bon, on s'extasie quand même devant la nouveauté. C'est vrai. C'est vrai, en plus tu mets des belles photos là sur les réseaux, c'est sympa. Bah, en fait, ouais. Je veux pas le montrer si tu veux, mais je me suis dit pourquoi pas, après tout. Montrer que je suis papa, c'est pourquoi pas. Voilà. Parce que, en fait, sur les réseaux, je mets que des trucs sur mes livres et sur mes machins. Bon, tu me diras, c'est fait un peu pour ça, j'en profite pour faire ma promo. Je me dis, bon, au bout d'un moment, ça fait un peu le mec, tu vois, un peu relou, quoi. Il parle de ses livres, il n'y a pas de livre, il y a toi, donc bon. Après, tu proposes ce que tu veux aux gens. Hein. Il y a des auteurs qui partagent leurs livres, il y a des auteurs qui partagent un peu leur vie privée. Je partage la bibliothèque de Soraya la prochaine fois. Ouais, t'as vu, elle est pas mal, hein, ta bibliothèque là derrière. Ouais. Il y a on Sandrine est bien. Aussi. Coucou Sandrine, il y a ma maman aussi qui est connectée. Coucou. Coucou. De toute façon, ça va venir au fur et à mesure. On attend de toutes les façons. Hein. Alors, les pizzas en Provence, dans le sud de la France, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'à Paris, on ne sait pas. Salut Pauline. Pourquoi c'est un truc de fou, les pizzas? Elles sont grandes, Pauline. Pauline? Elles sont au feu de bois, ce qui est très rare à Paris parce qu'il me semble que c'est interdit depuis peu. Et ils les font super bien, ils les font comme en Italie, quoi. À Paris, ils les font mal, quoi, je trouve. Je trouve pas de bonnes pizzas. Oh là là, attention, hein, parce qu'on a plein de Parisiens connectés. tous les pizzaiolos parisiens à dos. Attends, il fait ça pour qu'on lui offre une pizza gratuite pour qu'il puisse tester, tu vois. Non, moi je veux goûter la pizza de Mathieu. Ah ouais? Ah ouais. Mathieu, mais là, avec la chaleur, on ne fait pas tourner le four. Je t'avoue que. Ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. On mange que des glaces. Ah oui. Et nous, on a préparé un cheesecake, tu vois, le truc bien costaud. Il faut éviter avec cette chaleur-là. Oh, oui, Mathieu. Mathieu. Voilà, Mathieu est d'accord pour la pizza. C'est cool, super. Bon, on va démarrer. De toute façon, les gens vont arriver au fur et à mesure, mais c'est bien. Parce que sinon, après, on démarre trop tard et on n'a pas le temps de se parler. Non? Caro? Je suis d'accord. Super. Alors, David Zaoui, bienvenue à notre apéro. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc, tu as deux nouveautés qui viennent de sortir, qui sont sorties le 17 juin. Donc, Le Financier en chef, qui est paru chez Lattès. Et Le Peintre du dimanche, anciennement, Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris, paru chez Lattès également, qui vient de sortir donc chez Le Livre de Poche. Voilà, tous les deux disponibles dans toutes les bonnes librairies. On va parler du coup de tes deux livres. Tu vas nous lire quelques extraits. Avant cela, tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît. Ben voilà, je m'appelle David Zaoui, je suis écrivain. J'écris, je suis un peu un raconteur d'histoire, voilà, aux éditions JC Lattès. J'ai publié mon troisième livre qui s'appelle Le Financier en chef, que Caroline vient de présenter. Avant cela, Caroline m'avait connu avec Je suis un surhumaniste. J'ai suivi Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Je suis le deuxième, et qui est ressorti au Livre de Poche sous le titre Le Peintre du dimanche pour s'accorder avec Le Financier en chef. Voilà. Qui sont des romans, je pense, comme le grand Gérard Collard national l'a dit, à la fois voilà, plein d'humour, de tendresse, de drôlerie, et puis aussi farfelu, parce que je pense qu'avec un peu de loufoquerie et de légèreté, on arrive à parler de choses bien plus graves entre les lignes. Donc c'est pour ça que j'essaye d'écrire en tout cas comme ça. Je ne sais pas si je me suis bien présenté.
J'étais pas préparé à l'exercice, mais en tout cas, bon, voilà. En dehors de ça, je fais bien des crêpes et des pâtes. Et quoi d'autre Et des financiers à la pistache? Ouais, j'essaye. Mais Mathieu, à mon avis, va me battre de façon catégorique là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as toujours été auteur? Est-ce que tu as toujours écrit? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie précédente? Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors moi, en fait, je viens du monde du cinéma. J'ai commencé assez jeune à réaliser des courts-métrages avec les gamins de ma cité. Que je viens de banlieue parisienne. Et mes parents ont eu d'excellentes idées de m'offrir une caméra à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à tout filmer chez moi. Y compris mon père qui tranchait le saucisson et ma mère qui se faisait les ongles. Et puis, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai rien d'autre à filmer qu'un S4 dans un HLM, je vais descendre en bas de chez moi dans ma cité où ça suinte un petit peu le deal de stup. Et donc, finalement, avec les gamins en bas de la maison, qui étaient mes potes, avec qui j'allais à l'école, etc., on s'est mis à réaliser des courts-métrages d'action, d'aventure, du fantastique, etc., avec un caddie volé du centre Leclerc qui tournait en travelling. Et puis j'ai commencé à devenir un peu célèbre dans ma banlieue parce que j'ai commencé à avoir des articles en disant que voilà, il y a un jeune cinéaste qui font des films. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que quand j'ai commencé à réaliser des films, on construisait des petites maquettes qu'on faisait flamber sur le canal de l'Ourcq. Et un jour, il y a un truc qui a pris feu, les pompiers sont arrivés, on s'est retrouvés au commissariat, donc ça a foutu un vrai bordel dans la ville. Et à partir de là, on a commencé à parler d'un voyou cinéaste qui s'appelait David Zawi, qui faisait des films, qui emmerdait tout le monde, qui faisait exploser des trucs, etc. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça, puis ensuite j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé des courts-métrages, puis ensuite des clips. J'ai commencé à faire des clips de rap que j'ai réalisés et produits. Et puis avec une passion pour la littérature qui était là en parallèle, et c'était toujours quelque chose pour moi d'inaccessible, les livres du domaine du sacré. C'était très culturel le livre pour moi. Et puis voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé aussi aux États-Unis dans la production, notamment sur une série. Et puis un jour, j'ai décidé de me dire que il fallait que j'écrive. Et j'ai commencé à écrire mes romans et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture. Voilà. Alors, on peut dire que ton héros, Jackson Zerbib, il y a beaucoup de toi dedans, du coup. Pas vraiment. En fait, je me suis inspiré d'un mec dans ma banlieue. En herbe. Non. En fait, tous les personnages qui sont dans mes romans, il faut le savoir, existent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont des fêlures, c'est des gens qui sont barrés. Parce que les gens normaux, on en rencontre assez souvent au quotidien. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est des gens un petit peu spécifiques. Chacun de mes personnages a un petit peu de moi. Mais Jackson ne me ressemble pas vraiment. Sauf que j'avais un copain en banlieue parisienne, dans ma cité, qui caressait le rêve de devenir Maurice Béjart, quoi. Enfin, il dansait tout le temps, il avait un vrai talent. Et il y a quelques années, j'ai demandé après lui, on m'a dit, bah, t'es pas au courant? J'ai dit, non, bah, il est quoi? Il est chorégraphe, il fait quoi maintenant? Non, il vend des gaufres à Los Angeles. Ah bon? Ouais, un jour, sa mère lui a dit qu'il faisait hyper bien les gaufres et il a arrêté la danse et voilà, il a une baraque à gaufres et il cartonne à Los Angeles, il a pris 30 kilos. Je dis, quoi? Je pas. Et donc, ça m'a inspiré parce que je me suis dit, on a tous connu, je pense, dans notre entourage des gens qui, et puis surtout avec le Covid aujourd'hui, c'est l'actualité, qui pensaient être faits pour quelque chose et qui se recyclent. Vous savez, vous avez des gens qui disent, moi, toute ma vie, je pensais être fait pour ça, puis j'ai essayé d'ouvrir un restaurant, de faire des colliers à perles, je ne sais quoi d'autre. Je connaissais quelqu'un d'autre qui avait un vrai talent artistique pour la musique. Il a une fromagerie aujourd'hui, tu vois, donc c'est vraiment très différent. Et j'avais envie de raconter cette histoire-là avec une mécanique un petit peu scénarisée, enfin romancée plutôt. Et j'ai décidé d'en faire cette histoire, l'histoire d'un type un peu comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire qui a commencé avec le cinéma, etc. Et puis qui un jour se dit, enfin son père lui dit, écoute, t'y arrives pas, mens sur ton CV, fais-toi embaucher, puis on verra ce que ça donne. Et il va découvrir Magoli qui fait vachement bien cuisiner parce qu'il va se faire embaucher dans une boîte. Son CV est très particulier. C'est-à-dire que tu es en train de pitcher le financier en chef, du coup. Pardon? Là, tu es en train de pitcher le financier en chef. Donc exactement. Par le financier en chef, très bonne idée. Voilà. Et donc, il s'appelle Jackson Zerbib parce que sa mère était fan de Michael Jackson. Donc, quand Michael Jackson est mort, elle n'est plus arrivée à l'appeler par son prénom. Elle l'appelle Gigi maintenant. C'était il y a 10 ans, hein? Oui, c'est ça. Non, il y a 11 ans, pardon. Il y a 11 ans. Oui, j'ai vu ça sur Facebook aujourd'hui, déjà. Ouais. Moi qui suis fan de Michael Jackson. Et donc, il va mentir sur son CV, se faire passer pour un directeur financier hors pair. Et il va se faire embaucher dans une start-up spécialisée dans les solutions médicales. Et à partir de là, il va découvrir dans les bureaux où il officie une cuisine digne des plus grands chefs.
une cuisine tout aménagée dans une start-up d'un mec un petit peu très américain avec de l'art contemporain de partout. Et pour sauver son job, il va se mettre à faire des petits plats, endormir au sens propre comme au sens figuré son patron et à transformer son lieu de travail en véritable restaurant étoilé. Et il va se découvrir un nouveau talent malgré lui. Et la question, c'est est-ce qu'il va s'en sortir comme ça? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je reprends les mots de Gérard Collard, donc, qui a parlé de toi cette semaine. Donc, on est pile poil dans l'actu. Il dit « Quand les mots sourient et les phrases chantent, l'amour de la vie ». Voilà, c'est comme ça qu'il définit ton livre, un petit moment de bonheur. Moi, je t'appelle l'auteur qui rend heureux. Donc, tu vois, on est assez synchro, Gérard Collard et moi. Est-ce que tu nous lirais un petit extrait du Financier en chef Oui, avec plaisir. Univers, tu fais une belle part dans tes livres à la famille. Ton héros est très proche de ses parents, comme l'était également Alfredo dans Le Peintre du dimanche, dont on parlera tout à l'heure. Donc, j'ai choisi un petit extrait autour de lui et de son papa, en fait. Caro, est-ce que tu nous mettrais le premier extrait? Tout de suite. Je voulais pas te couper pendant que tu parlais. D'accord. C'est en train d'arriver. Hop, on y est. Donc ça, c'est les 2 couvertures qu'on a déjà vues. Et on y est. Extrait numéro 1. Ah, c'est moi qui dois lire, là. Bah oui, c'est toi qui... Ah oui. C'est vachement bien fait. Moi, j'avais prévu ça avec mon livre et tout. Non, mais tu peux lire sur... comme tu veux. C'est génial. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle m'appelait depuis son centre médical dans le sud de la France. Pendant qu'elle me parlait, à l'autre bout de la ligne, j'entendais Rock With You de Michael Jackson. Ça va, mon fils? Bien, maman, et toi? Je me suis disputé avec le prof de nutrition. Pourquoi? Il dit que Prince est meilleur que Michael Jackson. Faites de la musique ou de la nutrition? Peu importe, il a dit ça. Maman, attention avec Prince, c'est un grand bonhomme aussi. Allez, passe-moi ton père, je suis en colère. Il faut qu'il prie pour moi. Maman, t'as perdu un peu de poids? Non, j'y arrive pas. Maman, il le faut. J'étais mince quand j'étais jeune, je sais. Oui, ta sœur m'a rendu mère et toi tu m'as rendu grosse. Passe-moi ton père. Voilà, donc, voilà, pour l'univers de David, c'est que ça pendant tout le bouquin, c'est que du bonheur en fait, on rigole, on passe un super bon moment, tes personnages sont tellement attachants, tendres, et je voudrais qu'on parle du coup de la relation qu'il a avec son père et sa mère, qui est à la fois hyper drôle, hyper tendre, parce qu'il adore ses 2 parents, ses 2 parents l'adorent. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venu le fait d'aborder aussi souvent la famille dans tes livres, en fait? J'imagine qu'elle est importante pour toi dans ta vie perso également. Oui, elle est fondamentale. Alors, moi, je suis passionné de littérature étrangère, notamment américaine, chinoise, norvégienne, etc. Et je me rendais compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de livres où il y avait des règlements de compte, où les parents étaient un petit peu méchants, alcooliques, etc. Et moi, j'ai voulu m'inspirer de mes parents, qui sont des gens foncièrement humanistes, positifs et qui ont le cœur sur la main, qui s'inquiètent davantage pour les autres que pour eux-mêmes. Et j'ai souvent l'occasion de dire que j'ai les 2 yeux de mes parents, l'un celui de ma mère qui est très acéré, pessimiste et qui pense toujours que ça va mal se terminer, qu'il faut travailler, qu'il faut croire justement en l'idée du travail, de l'effort. Et puis l'autre œil, celui de mon père qui est très optimiste, qui considère que tout va bien se terminer comme une belle chanson et qui lui voit le soleil de partout. Et donc c'est un bel équilibre. Et j'avais envie de rendre hommage à mes parents parce que c'est des gens exceptionnels, c'est des gens merveilleux, c'est des gens bons, comme il en existe rarement. Bon, je dis ça, je suis un fils, hein, c'est facile, hein, mais voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de peut-être enfants qui parlent comme ça de leurs parents, sauf que pour les miens, j'ai envie de dire que c'est une vérité. Et j'avais envie de retranscrire cet humanisme qu'ils ont, cette gentillesse, cette bonhomie, cette faconde, surtout celle de mon père, qui est un être assez exceptionnel. Quand on tournait des films, par exemple, en bas de la maison, il préparait des sandwichs et puis il les balançait par la fenêtre aux gamins de la banlieue, et enfin de la cité, de là où on était. Et mon père, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'appétit d'une coccinelle, quoi. Enfin, voilà, il est comme ça, quoi. Il est toujours. Alors je dis, papa, inquiète-toi un peu pour toi. Il me dit, à quoi ça sert? Bon, voilà, c'est mon père. Et je trouve qu'il est... Ça transpire vraiment dans ton livre, cette espèce de bonté, de générosité, justement, de tes personnages. Et c'est ce qui font que tes livres font du bien quand on les lit. C'est vrai que quand on les referme, on se sent apaisé, heureux. Enfin, il y a vraiment
ce sentiment de plénitude qui est super agréable après avoir refermé tes livres. Ça, c'est un sacré compliment que tu me fais, ma chère Caroline, parce que j'ai pas envie d'écrire pour faire du mal aux gens, pour les rendre malheureux. Mais un jour, j'ai effectivement dans un salon, une femme qui m'a dit « Ah, mais vous savez, vos livres devraient être remboursés par la sécurité sociale. » Alors, je lui ai dit « Écoutez, prenez-moi un rendez-vous avec Macron, j'irai avec les gilets jaunes, et je lui offrirai mon livre. » Un livre jaune. Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, j'aime bien me définir comme un auteur bipolaire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien osciller entre les sentiments. J'aime bien qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait de l'humour. Je jongle un petit peu avec tout ça. Oui, puis en même temps… Je le raconte un petit peu, je crois, dans les remerciements du second que j'avais écrit. En fait, ça a commencé de façon assez surprenante là, quand j'ai commencé à vouloir écrire. Je revenais des États-Unis et j'aime bien, moi, me promener dans les librairies le soir. C'est détendu, il n'y a personne, voilà. Et je m'étais rendu à la librairie sur les Champs-Élysées, au drugstore. Et il y avait un type un petit peu austère, comme ça, avec une grosse barbe et tout, qui est devenu très sympa par la suite. Mais bon, il était un petit peu… voilà, et je veux le voir, je l'emmerde un peu. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous auriez un livre, un roman, qui soit à la fois drôle, émouvant, tendre, en prise avec son temps, et écrit à la première personne du singulier. Alors, il me regarde comme ça, je l'emmerdais, on était à 10 minutes de la fin, il voulait rentrer chez lui, le pauvre. Il me dit, qu'est-ce que j'en sais, moi, vous avez qu'à l'écrire, ce livre. Et je suis rentré chez moi, je me dis, mais il a raison, en fait, faut que j'écrive des livres que j'ai envie de lire, quoi. Et ça a démarré comme ça, et je me suis mis, quoi, voilà. Et ça fonctionne bien, donc je continue. Moi, j'ai adoré justement cette entrée en matière, parce que c'est vrai que c'est à la fin du livre, dans Le peintre du dimanche, et ça explique en fait complètement, je trouve, l'idée que tu as eue, je pense, pour écrire ce livre. Et pour rebondir là-dessus, il y a Soraya qui disait « On a tous envie d'avoir un papa comme Monsieur Zerbib ». Voilà. Ah, et oui. Une autre personne qui dit « On a aussi la tristesse de se séparer des protagonistes ». Donc ça va dans le même sens, tout ça. C'est un très, très gentil compliment. Merci, Soraya. Il faut que j'amène mon père. J'ai des tas de salons qui sont prévus, etc., un peu partout en France et ailleurs. Et je me dis, mais il faut absolument que j'amène mon père. J'avais été, je sais pas, dans une ville quelque part à Lyon. J'avais fait une tournée dans les Alpes et j'avais parlé comme ça de mon père et les gens me disaient, mais il faut le faire venir avec vous. Alors, mon père, c'est un vrai titi parisien, tu sais, avec son béret pied de poule. Il est gros. Et puis, il se balade tout le temps. Alors, ça, c'est fantastique. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote sur mon père pour que vous compreniez un petit peu, pour qu'on le définisse un peu. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a toujours enseigné qu'il fallait toujours avoir des pièces de monnaie dans sa poche ou dans son porte-monnaie pour ne jamais avoir à refuser une main tendue. Et mon père, il a un petit sac en tissu, d'ailleurs, je le dis dans un de mes romans, je crois que c'est dans Le peintre du dimanche, où il y a des gâteaux, au cas où il croise des gens à qui il a envie de donner des biscuits. Enfin, il a des bonbons. Alors ma mère lui dit, mais t'es malade, tu vas pas donner des bonbons à des gamins, on va te prendre pour un pédophile. Oh, non. Ah oui, mon père, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il est dans le métro, il voit un gamin, il lui sort des haribots, quoi. Bon, et il est bon, alors il a des livres, il a plein de choses dans ce sac. Et ce qui m'a toujours bouleversé, entre guillemets, chez mes parents, c'est vraiment cette phrase de Lévinas qui dit après vous, cette définition devrait être la plus belle de notre civilisation. Mes parents, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent toujours derrière les autres et ils veulent toujours mettre en avant les autres, ils veulent toujours donner, faire, écouter. Et quand ils avaient leur restaurant à Paris, ils ont eu un restaurant dans le 2e arrondissement, c'était incroyable, le nombre d'entrecôtes frites qu'ils ont pu offrir à des gens, parce qu'ils les aimaient bien. Et vraiment, on va faire faillite, quoi. Enfin, vous faites un commerce. Et là, voilà, c'est mes parents, ils sont comme ça. Il n'y a pas de logique économique avec eux. La porte est toujours ouverte. Et ce que j'ai remarqué, moi, j'ai fréquenté un peu tous les milieux modestes, comme les milieux un peu plus aisés. Et je me suis toujours rendu compte, sans faire un petit peu sans vraiment trop marquer le trait, mais quand je vivais en banlieue parisienne, on avait affaire à des gens qui étaient tous locataires, qui vivaient dans des tours, et il y avait une vraie entraide, il y avait une vraie solidarité. Une vraie solidarité, et ça sera l'objet d'un des romans aussi que j'ai écrit, mais bon, ça on en parlera plus tard, et c'était vraiment beau parce que les portes étaient ouvertes, il n'y avait pas nécessairement d'argent, mais tout le monde s'entraidait, quoi. Il y avait vraiment. Alors ça a disparu un peu après, c'est devenu plus violent, c'est devenu plus difficile, mais il y avait ça. Et c'était vraiment très très joli. Et quand tu vas dans les beaux quartiers, que tu vis dans les beaux quartiers, tu te rends compte que ça n'existe pas nécessairement, quoi. Voilà, c'est triste.
Alors, il y a Guillaume qui nous dit que c'est une jolie déclaration que tu fais à tes parents. Est-ce que tes parents aiment tes livres? Est-ce que vous en avez discuté? Alors, en fait, Guillaume, c'est Pauline. Alors, je vais te raconter une anecdote, Caroline. Ouais. À la sortie de Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Tu m'as fait une magnifique mise en place, je t'en remercie encore, à la FNAC. Et tu m'as mis à côté de Stephen King et de Houellebecq. Et j'ai dit ça à ma mère. C'est simple, moi. C'est, voilà. Ouais, mais merci beaucoup, je te remercie encore. Et quand j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit, tu te rends pas compte, maman, je suis à côté de Stephen King et de Houellebecq. Elle m'a dit, alors, mon fils, t'es un grand écrivain, c'est normal. Voilà, c'est maman. C'est-à-dire que bon, elle a le côté mère juive, où il faut toujours aimer son fils et l'encourager, et en même temps, le côté délirant, quoi. Et je pense que ça, vous savez, c'est la définition un petit peu de l'humour noir ou de l'humour juif, c'est-à-dire qu'on rit du désespoir, quoi. On rit de tout, on rit de soi-même, c'est l'autodérision, et puis c'est à la fois l'élégance de pouvoir justement rire de la difficulté, quoi, et des choses un petit peu parfois difficiles, quoi. Alors, est-ce qu'on n'en prendrait pas sur le deuxième extrait du financier? Allez. Oula. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu où on en est dans le bouquin par rapport à l'extrait que tu vas lire, ou tu n'as pas révisé, tu ne sais pas du tout? Ah non, j'ai pas révisé. Et en fait, Bah, nous, on peut le faire, Caro. Non? Allez-y, moi je vous fais confiance. Hein. Bah, en fait, on voulait accentuer sur le côté gourmand du roman, parce que alors, Jackson étant donné réussit que Jackson a des parents qui ont un restaurant qui s'appelle À la maison du glouton, où effectivement ils sont très généreux avec tout le monde, et que Jackson découvre donc dans les bureaux où il officie une cuisine et qui va se mettre à faire à manger. Il prépare des vrais plans d'attaque militaire avec son père pour endormir son patron. Donc ils essaient de trouver une cuisine à la fois surprenante mais aussi lourde qui peut endormir et en même temps bien travailler. Donc là, on en est, je crois, au moment où il commence à faire des petits plats, à faire les courses en bas de chez lui, à arriver au bureau et à commencer à cuisiner, quoi. Alors, c'est hyper drôle parce que les scènes sont tellement cocasses. En fait, il est quand même engagé pour être financier dans la boîte. Et comme tu dis, il va réussir à endormir le patron et les employés au fur et à mesure, à force de concocter des super petits plats qu'on finit par oublier qu'il est le financier de la boîte. Et c'est vrai que tout est drôle parce qu'il y a une espèce d'effet domino qui fait que plus ça va, plus il prépare des plats encore plus compliqués, encore meilleurs. Enfin, il est vraiment dans le surpassement de lui-même. Et donc tout le bouquin est hyper drôle parce que tu te dis, mais à quel moment on va lui tomber dessus en disant, hé Coco, il faut bosser, quoi. Le lecteur attend également, lui, le personnage Jackson, il se dit à un moment donné, on va me tomber dessus. Mais ça fonctionne, en fait, ça fonctionne vachement bien pendant hyper longtemps. Voilà, et là, c'est l'une de ces scènes où justement il vient de préparer un bon petit gueuleton pour la boîte. Allez, je partage. Hop. Donc là, ça va s'afficher, c'est ça. Hein. Ouais. C'est bon, c'est affiché. En effet, plus c'est gros, plus ça passe. Qui c'est qui a dit ça? C'est Soraya, je crois. Soraya, bah, elle a raison, Soraya. J'ai lavé le cerfeuil et la ciboulette. J'ai ajouté l'estraglon, les clous de girofle. Ça respirait bon la vie. J'ai fait sauter les casseroles, trémousser la poêle. Albin a fait irruption à son tour dans la cuisine. Il a chaleureusement posé ses mains sur mes épaules pendant que je touillais la louche dans la marmite. Tu nous prépares quoi, amigo? Ah, surprise. Albin a souri, ravi, et il a quitté la cuisine. Je me sentais totalement possédé en mitonnant. Je humais les aliments, les caressais, les embrassais. Parfois, je leur parlais. Que ta destinée soit sacrée, que ton règne éphémère soit sanctifié, que ton devenir soit béni, qu'il m'assure tranquillité et sécurité de l'emploi. Amen. J'y mettais non seulement mon cœur, mais également tout mon sérieux, car mon job, ma vie en dépendait. Il fallait à présent maintenir le cap. J'ai sorti du frigo la tête de veau de mon père, que je m'apprêtais à travailler quand Peter est entré dans la cuisine, probablement attiré par des parfums sensationnels qui s'en échappaient. « My God, ça sent si bon! Tu fais quoi là? Tu verras, tu verras. » Peter a examiné les marmites. Il les a humées en prenant le temps. Le fumet exquis semblait faire la danse du ventre devant son visage réjoui. Il a dit « Qui t'a donné cette recette? »« Mon père. Donne-moi son numéro de téléphone, je vais lui dire merci. » Peter a sorti son smartphone. Je lui ai filé le numéro de mon père et je suis retourné à mes réchauds. Il a rejoint son bureau en fredonnant une mélodie. Cette journée-là fut triomphale parce que ma tête de veau sauce grilliche fut un succès total. Blockbuster au box-office, palme d'or de l'avachissement, Oscar de l'indolence.
Ours d'or berlinois de l'amorphisme. Voilà. Et quand j'ai sélectionné les extraits, en fait, j'avais envie de relire tout ton livre parce qu'en fait, c'est tellement drôle que c'est vrai que je pense que je vais le relire une deuxième fois. C'est vraiment pour l'été, c'est que du bonheur. En fait, c'est un petit bonbon que vous pouvez lire tranquillement sur la plage. Voilà, c'est vraiment c'est des romans qui font du bien et merci d'être là. Il n'y a pas tant de romans que ça qui font que du bien en fait. On a souvent présenté des auteurs qui alternent entre les livres un peu plus tristes, le deuil, les catastrophes, la vie aussi en fait. Mais c'est vrai que toi, c'est vraiment du bonheur de A à Z. Et voilà, si vous avez envie de bien rigoler cet été, il faut lire David Zaoui. Merci. Et puis tu donnes faim. Ouais. Tu donnes faim, effectivement. Et tu donnes faim pendant tout le bouquin, on est d'accord. C'est terrible. Ouais, T'as qu'une envie, en fait, après, c'est de cuisiner. Et surtout que c'est des recettes quand même assez compliquées, hein, ce qu'il fait, Jackson. Donc, ah oui, ça me donne envie de te dire, c'est possible, quoi. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. À défaut de travailler la finance, ouais, il travaille à la cuisine, quoi. Donc, il essaye de se débrouiller pour faire des choses bien. J'ai une journaliste qui m'a dit qu'elle a lu ce livre. Elle m'a dit c'est un véritable régal. Elle m'a dit mais qu'est-ce que j'ai eu faim pendant la lecture de votre livre. Je lui dis mais vous faites pas à manger. Elle me dit bah non, je lis beaucoup de livres. Je dis bah je vais venir dans votre cuisine. Ouais, on va essayer de compenser ça. Mais alors, est-ce que tu es un bon cuisinier ou est-ce que tu es simplement gourmand? Ah, je suis plutôt gourmet, mais je me débrouille quand même pas mal en cuisine. Non, Ta recette fétiche? Ah, moi j'adore la pasta. Moi j'aime bien cuisiner les pâtes. D'accord. Bah, je crois qu'on aime tous. Hein. J'aime cuisiner les pâtes, les bonnes viandes aussi. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour les véganes et pour les végétariens. Je me demande vraiment comment ils font pour être épanouis dans la vie. Mais tant mieux pour eux. Je ne sais pas s'il y a des véganes qui nous regardent, des végétariens. Mais les véganes, ils font peut-être partie des lecteurs. Attention. oui, non, bien sûr, non, mais parce que en fait, je vais m'arranger en faisant une pirouette parce que c'est vrai que j'ai pas les moyens de pas avoir comme public les véganes. Enfin bon, je plaisante et puis j'en rentre pas. Mais j'ai vu un jour, je sais plus où c'était, un boucher qui avait mis une grande pancarte où il avait marqué attention végane, vous ne savez pas ce que vous perdez. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle de mettre ça dans une boucherie. Je lui dis lui, il pourrait être mon pote, un boucher qui met ça quand même une boucherie. C'est hyper rigolo. Alors, dans Le Financier en chef, tu fais également un petit clin d'œil à Schmitt à un moment donné. Donc, Schmitt, qui est le petit singe du peintre du dimanche. Oui. Alors, est-ce que tu nous parlerais du peintre du dimanche? Du coup, le titre a été changé par Livre de poche. Le premier titre, moi, je l'aimais bien aussi, mais on t'a dit sur les salons que ça faisait trop développement personnel. Ça s'appelait. En fait, oui. Et puis, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les gens pensaient, avec l'aphorisme d'Oscar Wilde, soit toi-même, tous les autres sont déjà pris, que ça faisait un peu trop développement personnel. Beaucoup de gens me disaient, mais c'est un roman ou c'est un livre pour faire du bien? Bon, moi, je disais les deux, quoi. Bon, mais quand tu fais un roman et que tu racontes une fiction, les gens te disent c'est un livre pour faire du bien. Bon, tu vois, moi, je suis pas mage, je suis pas raélien, je suis pas dans un truc comme ça. Et pourquoi l'avoir changé aussi? C'était pour s'adapter au financier en chef. Alfredo Scali, qui est le personnage du peintre du dimanche, vit dans la même tour, en fait, que Jackson Zerbib. Mais ils ne se rencontrent pas, ils ne se connaissent pas nécessairement. En fait, à travers mon œuvre, à travers les romans qui vont venir, je vais raconter des histoires de gens qui vivent dans le même quartier, parfois même dans la même tour, mais qui ne se connaissent pas nécessairement. C'est pour ça qu'à un moment, Jackson, il y a un clin d'œil, bah, il va chez le Sri Lankais en bas de chez lui, et puis il croise Schmitt, quoi, le petit singe pour ceux qui ont des livres. Il est là, il est déguisé, il est dans sa barque. Et voilà, c'est cette idée que j'ai de faire des romans où il y a des personnages qui vivent dans le même endroit mais qui ne se connaissent pas nécessairement et qui parfois vont se croiser aussi. Alors j'ai une petite question pour les prochains livres. Est-ce que tu vas continuer effectivement à faire que ce soit des personnages qui viennent du même endroit mais qui peuvent se croiser, se faire des petits clins d'œil, ou tu vas complètement changer? Alors dans le prochain, je pense que je vais changer complètement. Ça va être une histoire complètement différente et qui va se passer à Paris en partie. Et puis j'en ai un autre où ça va revenir. Il y a des tas de personnages qui vont revenir comme ça. Ouais. D'accord. Donc tu vas tisser une espèce d'œuvre dans laquelle tes personnages vont passer, repasser, se balader, se croiser. Oui. J'aime bien cette idée. J'ai pas entendu Caroline, pardon. Dis, c'est prévu un petit peu comme ça dans ton plan de carrière d'auteur? Oui, plus ou moins. Ouais. Après, je me laisse une certaine spontanéité, une certaine liberté pour pouvoir y réfléchir, mais je pense que j'ai envie d'aller dans cette direction, en effet. Ouais. D'accord. Alors, justement, parlons d'Alfredo Scali.
C'est un personnage à la fois tendre et attachant. Enfin, moi, d'entrée de jeu, on l'adore. Il est très proche de sa grand-mère, qui est d'Alzheimer. Ils ne savent plus trop quoi faire avec cette grand-mère. C'est un petit peu compliqué. Donc, il va être proposé l'idée d'apporter ce petit singe qui va l'aider. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui existe en fait Tout à fait, ça s'appelle l'aide Simienne, c'est quelque chose qui est né en Amérique latine, c'est arrivé aux États-Unis, puis ensuite en Europe, et puis après en France. Ça a été jusqu'en 2002, si on fait des recherches, il me semble, pris en charge en partie par la sécurité sociale. C'est en fait des petits singes, des capucins, qui sont capables de réaliser une cinquantaine de tâches au quotidien, comme vous amener vos médicaments, vous border au lit, les faire un lave-vaisselle, même vous mettre de la musique, etc. Et souvent, ils viennent de Disney ou du cirque, donc ils sont vraiment, vraiment bien dressés. Et on a fait l'expérience de les mettre auprès de gens dépendants physiquement, voilà, qui sont tétraplégiques, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie osmose qui naissait entre eux, qu'il y avait une vraie aide au quotidien. Alors c'est vrai que c'est particulier quand même de vivre avec un singe à la maison. Vous imaginez que vous proposez ça à votre grand-mère ou à votre grand-père, qui a un peu du mal à marcher, je sais pas, je vous imagine l'image, toi tu fais un singe à la maison. Sauf qu'un jour j'ai vu un documentaire qui m'a vraiment particulièrement ému. Je crois que c'était dans Paris Match. D'ailleurs, je l'avais dit au journaliste d'ailleurs de ce Paris Match-là qui est à Washington maintenant. C'est lui en partie qui m'avait inspiré pour ce livre. C'est un type qui est successful, qui réussit bien dans sa vie, qui a une grosse boîte de com aux États-Unis, puis il fait un accident de voiture, et il se retrouve tétraplégique, et donc comment il se réveille, il est tétraplégique, sa femme le quitte, il perd son boulot, il n'a plus rien, et on lui propose l'aide Simienne, on lui propose ce petit singe, et ce singe-là alors il est complètement déprimé évidemment, ce singe-là au quotidien va réanimer sa vie, parce que quelque chose va naître entre eux de très très fort et de très puissant, et depuis, parce que ça fait très longtemps, ça fait une cinquantaine d'années quand même un capucin, souvent il vient d'ailleurs du Costa Rica. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit mais c'est génial, c'est beau quoi, cette idée-là. Et donc j'ai essayé d'en faire un roman avec mes ingrédients que j'ai mis un petit peu au milieu de tout ça. Mais j'ai décidé effectivement d'imaginer ma grand-mère quand elle a eu Alzheimer, à qui on proposerait l'aide Simienne, à qui on proposerait un singe qui arriverait dans sa vie. Et j'en ai fait toute une histoire, quoi. Voilà. Alors ce petit singe, rapidement, en fait, il va quitter la grand-mère et il va aller vivre avec Alfredo. Alfredo, on peut dire que c'est un peintre un peu rêveur, un peu raté. Enfin, il n'arrive pas vraiment à percer dans la peinture. C'est le rêve de sa vie d'être peintre reconnu, et c'est vrai qu'il n'y arrive pas en fait. Alors déjà, Alfredo Scali, alors il vit dans cette banlieue parisienne, il peint l'inconscient des animaux dans leurs rêves, dont ceux des ours bipolaires, des crabes kleptomanes, des buffles narcissiques et des mulets tonitruants. Donc bon, déjà, il est un peu barré, quoi. Il est un peu bon. Et c'est vrai qu'il a du mal à trouver sa voie. Il a du mal à. Son public. Il s'imagine une grande carrière. Il est très ambitieux, mais ça marche pas. Et donc c'est très difficile. Et puis un jour, sa grand-mère l'appelle. Le singe est déjà rentré dans la vie de la grand-mère. Il s'appelle Schmidt. Pourquoi Schmidt? Parce que la grand-mère est fan de Derrick. Hop, faut lire le premier extrait. Ah, ok. Suspense. Vous avez bien bossé les filles, hein. D'accord, hein. Dounia Zad. Tu veux Dis bonjour à une copine. Tu veux du coup lire l'extrait maintenant pour expliquer pourquoi il s'appelle Schmidt ou terminer ton histoire? Après, tu continues du coup. Ok, allez, hop, je m'y mets. Extrait. Autorisé. Et voilà. Ah, il est là. Donc là, on en est au moment où Schmidt va rentrer dans la vie de la grand-mère. Donc c'est au prologue, au tout début. Après le départ du représentant de l'association, Daisy restait devant Derrick, sa série préférée. Étrangement, elle ne prêtait guère attention aux nouveaux venus. Moi, je faisais un peu l'abruti en tapant sur mes cuisses et en faisant des grimaces au singe qui me fixaient avec scepticisme. Faut qu'on lui trouve un prénom, mamie. Daisy, sans dévier l'œil de l'écran télévisé, a répliqué du tac au tac. On n'a qu'à l'appeler Derrick? Non, c'est nul. J'ai regardé le singe. Je m'appelle Alfredo. Alfredo. Le capucin s'est gratté le menton et m'a adressé un large sourire avec ses dents bien alignées. Je lui ai montré du doigt ma grand-mère. Et elle, c'est Daisy, ma mamie. Le singe se tenait debout devant moi et me dévisageait en grattant le haut de son petit crâne. Puis il a clopiné jusqu'au balcon et du 14e étage de la tour à contempler la ville de Paris baignant dans la lumière du crépuscule. Après quoi, il s'est approché de Daisy
et a tiré sur sa chemise de nuit, comme pour retenir son attention. Surprise, ma grand-mère a quitté des yeux le poste un instant pour considérer l'animal. Il a grimpé sur ses genoux avec avidité et est resté ainsi, à la scruter avec curiosité. « Elle veut quoi ?» fait ma grand-mère. « Je sais pas. » Puis tout à coup, le singe a fait un bond et a atterri sur le canapé où il s'est installé confortablement. Dans un silence religieux, nous avons regardé le feuilleton télévisé tous ensemble. À un moment, Derrick, avec son autorité naturelle, a dit « Très bien, je vais demander à Schmidt. »« Voilà, elle s'appellera Schmidt !» s'est écrié Daisy en battant des mains. Voilà, en fait, elle s'appelle Schmidt parce que, comme vous l'avez compris dans l'extrait, la grand-mère est fan de Derrick et le bon à tout faire de Derrick s'appelle Schmidt, donc elle s'est dit le bon à tout faire, à qui je vais apprendre à faire aussi des lasagnes. Ça s'appellera Schmidt, c'est le singe. Et donc, dans l'histoire, l'Alzheimer se complique pour la grand-mère, pour Daisy. Elle s'appelait vraiment Daisy, ma grand-mère. Je me suis vraiment inspiré de ma grand-mère, là, pour le coup. Et elle faisait très bien des beignets à la pistache, d'ailleurs, aussi. C'est à son âme. Je veux goûter, David, c'est dit. Hein. Pardon ? Je veux goûter un jour. Hein. Oui, oui. Bah, écoute, je te les ferai avec plaisir. Et donc, un jour, elle appelle Alfredo en catastrophe et elle lui dit « Alfredo, ça va pas du tout avec Schmidt. Elle est terrible en ce moment. J'ai voulu la mettre dans un bouillon de poulet, elle a rien voulu savoir, elle devient terrible. » Donc, Alfredo comprend que l'Alzheimer se complique et que le petit singe risque de se retrouver dans un bouillon de poulet ou que ça va pas du tout aller. Il décide de le prendre à la maison. Et à partir du moment où le singe arrive à la maison, bah, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que le singe est très très intelligent et il va comprendre un petit peu la vie d'Alfredo. Il va comprendre que sa vie n'avance pas, il va tout observer et, entre autres, il va se mettre à peindre ce singe. Il va lui donner un petit coup de pouce. Et voilà. Et critique un petit peu acerbe mais gentil de l'art contemporain, il se trouve que c'est les toiles du singe qui vont rencontrer le succès. Ah non, on raconte pas. Faut pas spoiler, là tu vas trop en dire. Il faut qu'on garde une part de mystère. Non, mais c'est super parce que c'est bien, l'histoire est bien présentée et je trouve que ça donne terriblement envie de connaître la suite. Et ce que j'avais aimé moi dans ce livre, c'est qu'effectivement on va de rebondissement en rebondissement parce que il y a des choses qu'on peut imaginer. Enfin, moi quand je lis, j'essaye toujours de deviner un peu la suite. Et il y a des choses pour lesquelles on est totalement surprise. Et là, dans Le Peintre du Dimanche, ça fonctionnait vraiment très bien, notamment avec cet animal. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'aide simienne avant de te lire. Et effectivement, il y a une relation particulière entre ce singe et Alfredo. Et c'est presque comme un être humain, en fait. Il va y avoir vraiment une relation entre les deux. Donc, oui, moi, j'ai fait des recherches. J'ai appelé des gens qui avaient déjà eu ce genre, qu'on bénéficiait de cette aide simienne, etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est intelligent, quoi, un singe au quotidien quand vous l'avez. Alors, ça paraît fou, ça paraît absurde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était fantasque, que c'était fou, que c'était complètement loufoque, etc. cette histoire. Peut-être parce qu'ils ne pensaient pas que ça existait. Sauf que ça existe vraiment. Vous avez des gens qui vivent avec des singes et qui sont capables, donc, de les aider au quotidien. Et il se passe des choses quand vous vivez avec un animal, de toutes les façons. Alors, c'est très différent de vivre avec un chat ou un chien ou une souris. Quand vous avez un capucin à la maison qui a été dressé spécialement par un responsable, faut s'imaginer, une association à qui on a demandé, bah voilà, j'aimerais lui apprendre à débarrasser une table, il peut le faire, c'est fou, on a l'impression de parler d'un robot. J'aimerais lui apprendre à défaire la vaisselle, à me sortir mon plat du micro-ondes, à me border au lit, etc. Il est capable de le faire. À donner les médicaments ? Ouais. Et puis c'est très attachant parce qu'il est aimant, il est là pour vous aider et voilà. C'est un personnage vraiment à part entière dans ton livre, ce petit singe auquel on est très attaché. Et puis il y a aussi, moi j'ai adoré, je me suis marrée, mais comme je me marre rarement parce que moi j'aime bien lire des livres un peu plombons et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres drôles comme le tien. La relation hilarante entre le conseiller de Pôle emploi et Alfredo Scali, c'est un petit bijou en fait. À l'intérieur du livre, il y a toutes ces lettres en fait que Alfredo envoie à son conseiller Pôle emploi parce que donc il est inscrit à Pôle emploi, il est au chômage et c'est une espèce de correspondance complètement cocasse entre ce conseiller qui va lui répondre toujours la même chose et Alfredo qui est convaincu qu'il a vraiment établi un lien avec ce conseiller. C'est très très drôle. Comment ça t'est venu cette idée de… En fait, j'avais un pote qui me disait putain, j'ai mon conseiller Pôle emploi, il est incroyable. À chaque fois que je lui écris, il me renvoie la même lettre, le même mail. Alors je dis mais t'es con, c'est robotisé. Il me dit ah bon? Il me dit tu m'as insulté. Je dis ok, tu verras.
Et donc, il s'est mis à l'insulter. Et la lettre, elle revenait toujours nous avons bien reçu votre courrier, nous allons faire le nécessaire pour votre recherche d'emploi. Et lui, il lui disait des trucs incroyables. Ouais, j'étais avec ta mère hier, on a kiffé faire des trucs vraiment très, très vulgaires, très crus. Il me disait, je crois que je peux vraiment me défouler. Puis moi, quand j'aime bien m'amuser, je suis un peu cynique. Je dis, mais ouais, vas-y. Et les lettres, elles revenaient toujours pareil. Et donc, je dis, bon, c'est une mécanique qui pourrait être assez drôle dans un roman. Effectivement, au bout d'un moment, Alfredo l'insulte, lui raconte sa vie. Et, mais au bout d'un moment, il commence à répondre finalement. Il commence à lire ses courriers, quoi. Il commence à évoluer. Mais c'est en fait l'aberration de certaines administrations où parfois, voilà, il y a des gens, voilà, qui soit lisent pas leur courrier, soit répondent d'une certaine façon, etc. Et j'avais envie de mettre ça en avant, mais avec un côté un petit peu humoristique, quoi. Et je pense que ça fonctionne. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Ah non, c'est une super idée. Ouais, ça fonctionne très bien. Correspondance, en plus, elle tombe à point nommé à chaque fois entre 2 chapitres et c'est vraiment une super idée. Moi, tu m'as éclaté à chaque lettre. J'étais morte de rire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et l'anecdote avec les poissons, elle a vraiment existé. Entre 2 productions de clips, je me suis retrouvé au chômage un jour et j'ai un conseiller Pôle emploi qui me dit ça vous dirait de vendre des poissons? Je dis, j'y connais rien, moi, aux poissons. Il me dit, bah, oui, c'est de la vente. Hein. Je dis quoi, il va falloir que je vende des poissons? Il me dit, ouais, allez-y, c'est à Place d'Italie, avenue machin truc, dans le 13e à Paris. Et j'y suis allé. Et je m'en rappellerai tout le temps. Je suis rentré dans une grande boutique comme ça, avec des aquariums et des poissons de partout. Et donc je me retrouve là-dedans, c'est assez sordide. Des sombres, enfin, c'était vraiment une drôle de boutique. Et il y a un type qui arrive comme ça au fond, avec les épaules voûtées complètement à l'ouest, vraiment ailleurs, quoi. J'avais l'impression qu'il était hors du temps, vraiment un personnage lunaire. Et je lui dis bonjour, je viens pour le job pour vendre des poissons, quoi. Et il me regarde comme ça, et il prend un long silence, il regarde les poissons, il fait « Ah, les poissons. M'ont niqué ma vie, ces poissons. » Arrive un truc comme ça, tu sais, t'as 21 ans, tu sais pas quoi répondre, quoi. Un mec qui est là, qui cherche un vendeur et qui dit les poissons qui vont, ils ont niqué sa vie. Voilà, j'ai trouvé ça drôle, et donc c'est des petites anecdotes comme ça que je mets, qui me font rire, quoi. Et t'as décroché le job ou pas? Non, finalement, je me suis barré, il était vraiment bizarre, le mec, et il m'a dit, vous connaissez les poissons un petit peu? Je dis absolument pas. Et puis il m'a dit, je vends des grenouilles aussi, ça vous intéresse? J'ai vu qu'il était un peu barjot, je suis parti, quoi. Mais bon, c'est la vie, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà, c'est. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, tu racontes à la fois des anecdotes qui ont existé et qui sont hyper drôles. On se dit, mais ça sort vraiment de l'imagination de l'auteur. Et en fait, de savoir qu'en plus, non, c'est vrai, ça rend le truc encore plus fou, je trouve. Bah, tu sais, avec moi, il faut faire attention, Caroline, parce que moi, quand je rencontre des gens qui ont une vraie folie et une vraie particularité, ils risquent de se retrouver dans mes romans, quoi. Okay. Donc, si tu as des cinglés à me présenter, il faut y aller vite, parce que moi, ça m'inspire, je prends des notes. Dans un roman là que j'ai terminé, je raconte que je précise bien, parce qu'il y a des personnages vraiment scellés, puis moi, je suis très client, moi, de ces personnages-là. C'est-à-dire que moi, si je prends un taxi, par exemple, et que je vois un mec qui est cinglé, je peux rester 1 heure à parler avec lui, c'est de la matière pour moi. Je me rappelle, j'avais rendez-vous avec mon éditrice l'année dernière, et je vous raconte une anecdote comme ça, quoi, pour que vous compreniez, c'est assez marrant. Je suis avec un taxi, et le mec, il me dit vous croyez en la fin du monde, monsieur? Alors je dis bien sûr, évidemment, comment? Donc je me dis, voilà, j'ai un client, quoi, il va me raconter une connerie, ça va être drôle. Et il me dit vous savez que le 24 juillet, c'est la fin du monde? Non, mais je vous dis ça comme ça. Il se met à s'énerver, à devenir colérique. Je dis, ah bon, vous pensez vraiment que le 24 juillet, mais qu'est-ce qui va arriver? Il fait, non, mais vous êtes complètement fou, vous n'avez pas entendu parler des. Et il me sort un mot, une expression complètement folle, je sais plus c'était quoi, les sangoukouron, une connerie comme ça, un truc du genre. Et je dis, mais c'est quoi? Mais c'est des gens qui vont envahir la terre, monsieur. Ce sont des gens qui vont venir, ce sont des gens qui vont se venger de tous les financiers, de tous ces gens qui nous asservissent. Et il mettait des coups de frein, c'est-à-dire que le mec, il s'excitait. Et il m'a fait 20 minutes là-dessus sur une espèce de secte extraterrestre qui allait le 24 juillet envahir la Terre. Et je sais pas, enfin, si toi ça t'arrive, Caroline, si vous ça vous arrive, un mec comme ça, vous le laissez continuer, vous parlez d'autre chose, moi je suis genre à vouloir en savoir plus, être spectateur. Et c'est avec bienveillance, je l'écoutais, mais bon, il était cinglé, mais moi j'aime ces gens-là. Oui, voilà. C'est de la matière aussi pour tes histoires et pour l'auteur que tu es. Moi, je oui, puis humainement, il m'intéresse ces gens-là. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut arriver dans la tête de ce mec pour qu'un taxi puisse penser que le 24 juillet, c'est la fin du monde, qu'il y croit, qu'il s'énerve, qu'il devient rouge, qu'on puisse pas le contredire.
qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce gars, quoi? Et moi, ça m'intéresse. Et j'ai envie de mettre en scène ces personnages-là dans mes romans parce que je lis beaucoup de choses, mais dans tous les romans que je lis, je vois rarement des personnages comme ça. Donc je me dis, c'est aussi des gens qui existent et j'ai envie de leur rendre hommage et de les mettre à l'honneur, sans moquer d'eux. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec d'humour, avec. Mais voilà, peut-être que j'ai de la chance de rencontrer beaucoup de gens comme ça. De la chance, moi je trouve que j'ai de la chance. Je rencontre beaucoup de gens. Mais surtout, tu t'en souviens. Est-ce que tu prends des notes ou est-ce que tout de suite tu dis ah bah tiens, ouais, je prends des notes. Ouais, je prends des notes. D'accord. Ouais. Quand je rencontre, par exemple, quand je vais amener mon père à l'hôpital pour son diabète et que je rencontre un infirmier qui me chante l'International, c'est fantastique. Tu vois, c'est le truc. Je suis là, je me dis mais en fait, on discute un peu politique, il critique Macron et puis il se met à chanter l'International. Et je me dis, mais lui, il est fantastique, faut le mettre dans un moment de. T'imagines un dialogue comme ça, tu viens pour faire une prise de sang, tu commences à lui dire, vous commencez à parler de Macron, des Gilets jaunes, et le mec, il commence à te sortir de la lutte, et là, c'est inattendu, voilà. Et moi, j'aime bien ça, et alors ça, c'est au milieu de plein de choses dans mes romans aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ça fait qui. Mais ces personnages-là, effectivement, moi, je les aime. Oui, puis une succession d'anecdotes sans fil rouge, ça ne fonctionnerait pas. Alors que là, ce qui est sympathique, c'est que justement, c'est une petite respiration dans l'histoire, quoi. C'est ça. Et il y a Jenny qui dit, après le dîner de cons, le dîner de cinglés à organiser, ce serait quand même bien plus sympa. Bah ouais. Écoute, moi, de toutes les façons, j'étais très très client de ce film de Weber. J'adore. C'est un film extraordinaire, très bien écrit. Moi qui ai travaillé dans le cinéma, le plus difficile quand on écrit, en tout cas pour le cinéma, c'est le rêve de tous les scénaristes, c'est d'arriver à écrire 1h30 dans une histoire qui fonctionne dans une pièce, quoi. Le prénom, ils ont réussi à le faire, ça se passe dans une pièce, quoi. Ça se passe dans une pièce, c'est un con qui va tout bouleverser, chambouler. Bah moi j'adore, voilà. J'adore ce côté un peu fou. En parlant de ça, j'ai une question comme ça. J'y pense parce que tes livres sont très visuels. Est-ce que tu aimerais les voir adaptés en... Ouais, alors il y a des pistes, hein, tu sais que pour... Des prévues. Ouais, il y a des petites pistes. Hein. Tu es dans le secret avec Hippolyte Girardot, donc pour le tueur humaniste. Mais non, mais il y a des pistes. Moi, j'ai une écriture visuelle parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile d'écrire le plus simplement possible pour toucher vraiment à l'essentiel que de faire des phrases un petit peu verbeuses, un petit peu difficiles, un petit peu, voilà. Et moi, j'essaie d'écrire de façon très visuelle pour qu'on imagine vraiment, c'est plus rapide, la scène, l'environnement, les personnages, qu'on soit vraiment avec eux, quoi, un peu comme au cinéma. Et c'est vrai que c'est cette écriture tonique qui est assez incisive, que j'aime bien, et qui va vraiment droit au but et à l'essentiel, sans essayer de partir dans des choses un petit peu parfois qui se perdent. J'espère que j'y arrive. Non, mais c'est vrai que les livres sont très très positifs et c'est fort agréable, surtout dans cette période un petit peu compliquée où les gens sont un peu moroses et un peu tristes. Moi, je le vois en librairie tous les jours. C'est vrai que les gens ont changé, on est tous un peu... c'est vrai qu'on est moins gai qu'avant et c'est vrai que ton livre, c'est vraiment... Enfin, tes livres sont vraiment des rayons de soleil. Donc, pour les gens qui ont vraiment envie de se changer les idées et de passer un bon moment, il faut lire David Zaouï. L'heure avance. Est-ce que tu nous lirais le deuxième extrait du Peintre du dimanche, David, s'il te plaît? Ouais. Parce que justement, ça va bien avec ce que tu dis, Caro, là. T'as vu, mais moi aussi, j'ai bossé. Hein. Ah bah il est là, s'il s'affiche, c'est parfait. Il s'affiche. Extrait numéro 2, ça arrive, voilà. Alors là, c'est un moment où il a commencé à vendre ses premières toiles, Alfredo, et il veut faire plaisir à son père, et son père veut absolument goûter des frites cachères à Bruxelles, dont il a entendu parler le plus grand bien. Et donc, il décide d'amener son père à Bruxelles passer une journée pour goûter ces fantastiques frites. Dans le taxi, il était comme un gamin dans un magasin de jouets. Il faisait des commentaires sur tout. « Je vivrais bien à Bruxelles, moi. C'est propre et les taxis sont aimables », a-t-il déclaré en jetant un coup d'œil au conducteur dans le rétroviseur. Notre chauffeur ressemblait à un nounours flamand. Il était gros, chauve et enjoué. Il nous a déposés dans la rue Neuve, l'un des quartiers commerçants de la ville. « Bon séjour à Bruxelles », nous a-t-il lancé. J'ai réglé la course. Mon père a sorti de son cabas un paquet de biscuits aux pralines. Il l'a tendu au chauffeur de la même manière qu'il donne des graines aux oiseaux aux eaux. L'homme, étonné, l'a pris. Ils se sont regardés et il y a eu un long silence. « Vous avez une tête que j'aime beaucoup », lui a dit mon père. Le nounours flamand a ouvert le paquet, en a sorti un gâteau et a croqué dedans.
J'apprécie votre geste, monsieur. Je me souviendrai de vous, a-t-il répondu en guise d'adieu. Mon père est coutumeux de ce genre d'action. C'est une habitude ancrée en lui. Il a toujours des biscuits à offrir à des inconnus dont il s'en fiche, des chewing-gums pour les enfants et des friandises destinées aux animaux qu'il croise dans la rue. D'où viennent cette empathie, cette gentillesse chez lui? Pourquoi les autres comptent-ils autant pour mes parents? Par devoir moral, par croyance religieuse, du fait de leur cœur naturellement pur, sûrement un peu de tout ça. J'ai appris d'eux que l'inquiétude de l'autre, c'est l'humanisme. Alors, là, du coup, on parle de Bruxelles. C'est vrai qu'il y a cette scène à la fin du livre qui est génialissime quand ils arrivent tous les deux, le père et le fils, à Bruxelles. C'est que du bonheur, en fait. Moi, j'ai trouvé ça, la quête de la frite parfaite. D'où ça t'est venu, cette idée? C'est ton père qui est fan de frites ou... Ouais, en fait, mon père, pendant un moment, il voulait ouvrir une baraque à frites à Paris. Il voulait vendre que des frites et il voulait faire venir les pommes de terre de Belgique. Il voulait faire 18 sauces différentes. Et donc, on avait été voir un jour à Bruxelles, on a été voir les machines. Alors, il y a des vraies machines qui font des frites absolument incroyables en Belgique. Et on était tombé sur un mec dans un taxi, comme ça, très sympa. Une fois, il avait donné des gâteaux aux pralines. Je sais pas. Et le mec l'avait vachement bien pris, mais tu sais, t'as des types qui peuvent mal le prendre quand même, t'imagines. Tu conseilles un livre dans une librairie, le mec, il sort de son livre un gâteau, un Mikado, il te fait tenir. Vous êtes très agréable, madame. Tu vois, c'est vachement inattendu. Et donc, on avait été, voilà, on avait passé une journée absolument incroyable, délicieuse en Belgique à regarder les machines, à faire des frites. Et puis voilà, ça s'est pas fait, mais c'était assez drôle. Et puis j'en ai parlé dans le roman parce que c'était assez singulier, quoi. Alors, est-ce que tu nous parlerais, il reste 5 bonnes minutes, est-ce que tu nous parlerais de ton prochain livre? Est-ce qu'il est écrit? Est-ce qu'il est en cours? Est-ce que tu peux nous en Le parler? prochain? Ouais. Bah oui, le prochain est prêt. Voilà. Ça va être une histoire très tendre, je pense, très émouvante, drôle, un peu barrée aussi. C'est vraiment ta marque de fabrique, en fait, ces 3 mots. Oui, ils reviennent parce que c'est ce que j'aime, en fait, dans la vie. J'aime l'émotion, j'aime la tendresse et j'aime l'humour. J'aime pouvoir rire de tout. Et je trouve ça beau, en tout cas, dans une œuvre, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, de pouvoir à la fois rire et pleurer, de pouvoir mélanger ces deux émotions vraiment opposées. Et j'essaye de le faire. J'essaye aussi d'amener un côté qui n'existe pas vraiment, qui est très américain, très new-yorkais, très West Coast aussi. C'est le côté un petit peu fantaisiste, farfelu, quoi, qui n'existe pas vraiment en France et que j'aime. Qui existe beaucoup en Suède. Woody Allen français, en fait. Pardon? C'est une autre Woody Allen français? Ah bah écoute, le grand Fogg l'a dit, et donc moi, je me suis senti tout petit quand il a dit ça, mais en même temps, comme dit mon père, écoute, c'est des compliments, prends-les, avale-les, mange-les, digère-les, tu dis les bien, ben, oui, t'as raison, après tout, écoute, c'est gratuit, ça sonne bien. Et puis voilà, c'est très très heureux de ce que Gérard Collard, qui est quand même quelqu'un de très très important dans le métier, tu le sais, et c'est la bonne fée, Gérard Collard. Donc, à part la bonne Caroline Valla et Gérard Collard. Il y a Caroline Noël maintenant. Et ils seront peut-être dans un bouquin. Ouais. Non, mais c'est très touchant parce que c'est des gens qui ont une grande culture, qui ont lu beaucoup et qui, quand ils te font, alors ils attendent rien, ils s'en fichent quoi. Voilà. Et quand ils te font ce genre de compliments, bah, ça va droit au cœur parce que voilà, c'est pas n'importe qui dans le métier. Donc moi, ça m'a beaucoup touché. Et demain, tu sais, Caroline, on a peut-être une bonne nouvelle qui arrivera. On espère qu'elle arrivera. Donc, bah, je te le souhaite. Moi, je voulais juste dire que c'était donc Jean-Paul, un de nos copains communs, qui m'avait parlé de toi il y a de ça 2 étés, qui m'a conseillé je savais pas trop quoi lire, on se parlait de lecture et il m'a parlé de ton livre « Je suis un tueur humaniste », j'en avais jamais entendu parler. Je lui ai fait confiance, je l'ai lu, je t'ai contacté en disant « mais ce livre est incroyable » et t'es passé me voir dans ma FNAC pour me remercier, pour papoter, pour me dédicacer ton livre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est une rencontre hyper naturelle, en fait. On est devenus copains tout de suite. Et ce livre, j'espère qu'il sortira bientôt chez Livre de Poche parce qu'il mérite vraiment une seconde vie. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'Hippolyte Girardot, qui l'a lu, qui l'a aimé et qui est peut-être, on va croiser les doigts, en train de faire quelque chose pour le... Ouais, j'ai un autre concurrent pour le tueur humaniste qui est un peu aux antipodes d'Hippolyte Girardot, je t'en avais parlé. Tu veux dire qui c'est ou pas? Ouais, on peut, ouais. Bon, ah oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est Elise et Moon.
Bah Mais oui. bon, on va voir, voilà. C'est toujours très long le cinéma, surtout avec le Covid, donc actuellement c'est un peu compliqué. Le tueur humaniste, pour vous raconter rapidement, je vais le pitcher. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui rend heureuse ses futures victimes avant de les tuer, donc il leur fait vivre de plus beaux jours de leur vie, jusqu'au moment où il entend je suis vraiment heureux, c'est le plus beau jour de ma vie, il est liquide. Jusqu'au jour où il tombe sur un type qui ne doit pas être heureux, un Pierre Richard, un type complètement dépressif, et là c'est un vrai problème parce qu'il n'arrive pas à le rendre heureux, et il va décider de se faire psychanalyser pour se faire aider et pour aller à la recherche de son propre bonheur personnel. Donc c'est voilà, c'est un roman très drôle puisque c'est un tueur qui est très humain, qu'on n'arrive pas à détester, qui est très bon, qui est très gentil. Il tue des crapules, hein, il tue pas des prix Nobel de la paix. Et il a une vraie éthique de tueur. Alors il écoute du Brahms, il a un esprit très philosophe, il est très pointu, mais c'est un tueur à gages, quoi. Et voilà, et puis il va évoluer à travers le livre. Donc c'est à la fois noir, à la fois tendre aussi, à la fois fou. Et c'est vrai que j'avais connu comme ça Caroline. Le livre a été racheté par Livre de Poche. Il sortira, je pense, courant 2021. Et j'ai été lauréat d'ailleurs du premier roman du Festival de Chambéry pour ce roman, qui m'a lancé un petit peu et ce qui me permet aujourd'hui voilà, d'être sur les rails d'une carrière d'auteur. J'espère que je rencontrerai le maximum de lecteurs. Et je suis très honoré que vous soyez là à m'écouter ce soir. Ce qui t'arrive de ce petit coup de de ce gros coup de projo que tu as de Gérard Collard, je te souhaite de vendre plein de livres cet été, plein de financiers en chef. Si vous êtes plutôt public poche, il y a le peintre du dimanche sortir du coup chez Livre de Poche. Tu vas montrer la couverture, David. Film. Ouais. Sélection prix des lecteurs 2020. Voilà, on te souhaite. J'espère que tu auras le prix parce que tu le mérites vraiment. C'est la classe. Oh non, je sais pas. Voilà, c'est déjà génial d'être au poste, c'est déjà génial d'avoir la confiance de blogueurs comme Soraya et d'autres que j'oublie, et de Caroline, de toi, enfin des deux Caroline, de vous tous. Et moi, je suis quelqu'un d'heureux, j'ai pas peur de le dire. Moi, je suis épanoui, je suis heureux dans ma vie. Et je souris à la vie me sourit, et j'essaie de transmettre un peu des ondes positives. Parce que quand j'ai envie d'être anxieux, j'allume BFM 5 minutes par jour, moi ça me suffit, hein, j'ai ma dose d'anxiété qui avait été inculquée, donc voilà. Écoute, tu arrives parfaitement bien à rendre tes lecteurs heureux avec tes livres. C'est la fameuse phrase de Caroline Voilà, alors j'ai vu qu'il a mis partout, ça me fait rire. C'est vraiment ce qu'on appelle l'auteur qui rend heureux, c'est comme ça que je te présente et j'assume totalement. Voilà, donc lisez David Zaoui, découvrez l'univers farfelu, cocasse et tendre de David Zaoui pour ceux qui n'ont pas encore lu, c'est vraiment que du bonheur. Merci. Alors, Jenny Pesson qui vient de dire des gens positifs. Il y a plein de messages là, David, je suis en train de les copier-coller comme ça, je pourrais te les envoyer. Tu sais, un jour je dis à mon père, je lui dis, mais je dis, papa, comment tu fais pour toujours être optimiste? Il m'a dit cette phrase extraordinaire, il me dit, on fait quoi de bon avec le pessimisme, mon fils? Il me dit, tu sais, c'est quoi la différence entre un optimiste et un pessimiste? Alors je lui dis, bah non, je sais pas. Il me dit, bah les deux finissent pareil, hein. Les asticots vont s'en régaler. Et il me dit, mais en attendant, autant passer un bon moment parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Et il a raison. Bah, dans la vie, voilà, c'est vrai, on vit des moments difficiles, on vit des moments contrariants. C'est pas toujours évident, mais à vivre avec optimisme, bah, on vit mieux. C'est tout con, hein, c'est tout simple, mais on vit mieux. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais le rire sauve, vraiment. Je pense que le rire sauve. Voilà. Merci beaucoup de ton optimisme. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que les participants ont envie de te découvrir, vont te lire et que tu vas avoir de plus en plus de public et que voilà, tu vas monter et que bientôt David Zaoui, ce sera l'auteur incontournable dans les librairies, dans les salons du livre, qui mérite vraiment. Eh bien, merci. Écoutez, j'espère. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir partagé ce moment, cet apéro, dans cette superbe initiative des deux Carolines, des deux grandes Carolines. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Hein. Je crois qu'il y a Adèle Bréau. Alors justement, ouais. On passe sur le mercredi. Ce sera le mercredi soir. Et donc, on vous annonce le mercredi 1er, ce sera Adèle Bréau. Et le mercredi 8 juillet, ce sera Agnès Martin-Lugan qui sera avec nous de 19h à 20h. Voilà. Après, il faudra être au rendez-vous. Voilà, il faudra suivre les rendez-vous des deux Carolines, partager tout ça sur vos Facebook, vos Instagram
et tous ces réseaux qui permettent un petit peu d'aller chercher les gens et de les informer. Et puis voilà. Nous, notre mission, c'est vraiment, de prendre nos auteurs coup de cœur à toutes les deux, parce que Caro et moi, on veut présenter que des livres ou des auteurs qu'on aime vraiment ensemble. Donc, on avait envie de parler de toi, de te faire découvrir, et on a passé un très bon moment avec toi. Donc, je te remercie. Je suis très honoré d'avoir été choisi par vous deux et puis d'avoir été ici au soleil de Provence. Voilà. Bah, on partage ton optimisme avec toutes tes ondes positives. Donc, pour nous, c'était une évidence. Bon, bah, c'est très, très gentil à vous. Et J'ai mangé une excellente pisse saladière ce soir. On était en live et on va mettre en ligne le replay puisque tout le monde ne peut pas toujours être disponible au bon moment. Voilà, donc on est vraiment ravis. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis maintenant, on va peut-être aller manger parce qu'avec tout ça, on a faim. Je pense que ça serait une excellente idée. Merci David, merci. Merci à vous. Et la prochaine fois, avec ton papa, hein, David. Oui. Ok. Bon appétit et à ceux qui le à mercredi prochain. Je vous embrasse. Merci. Attendez, j'ai oublié la photo de fin. Bougez pas. Un grand sourire pour la photo de fin. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon, bah, c'était bien. C'était super. Attends, tout le monde n'est pas encore parti. Ah oui, je vois ça. Nuni Z, elle est là encore. Moi, j'essaye de copier-coller les messages parce que c'est quand même sympa après de relire les messages. Ouais. Non, mais c'était chouette. Je pense que, enfin, je sais pas, vous avez l'habitude, c'est quoi, c'est la 3e que vous faites? Non, c'est la 6e, attends. La 6e? Ah ouais, quand même, d'accord. Ouais. Ah ouais. Et oui, bah, c'est sympa. Après, c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, en visio, il faut savoir se laisser parler les uns les autres, tu vois. Mais ouais, entre les extraits et les discussions, c'est sympa. Donc voilà. Je vérifie juste que tout le monde quitte bien la réunion, Pauline, parce que la semaine dernière, il y a 2 personnes qui ne se sont pas déconnectées et du coup, on a eu un replay de 8 heures. Donc ce soir, voilà, j'attends pour être sûre. Il n'y a que les 2 Caroline? Bah, non, Caro a quitté, mais il y a encore Mathieu. Et bah, du coup. Voilà, voilà, Caro. Comment ça s'est passé alors, t'en as pensé? Non, je disais. Je reviens du coup, vous faites une after? Bah ouais. Bah oui, parce que du coup, je disais à David que je m'assurais que tout le monde quittait bien la réunion pour pas avoir un replay de 8 heures. En revanche, donc là, on est en replay, tout est enregistré. Hein, donc on peut faire un débrief, mais ce sera sur le replay. Ah oui, d'accord, ok. Donc pour éviter de dire des conneries. Ok, d'accord, j'ai compris. Non, mais c'était super. Écoute, c'était super sympa de t'avoir, David. Ouais. C'était super sympa de te voir aussi parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc c'était de voir que tu vas bien. La dernière fois, on s'est vu avec Jack, hein, c'est ça, Jack Coche? C'est vu avec Jack Cor, ouais. Eh oui. Ouais, c'est vrai. J'ai pas oublié ce qu'il nous avait fait à manger, Mathieu. Oh là 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 là. Mais décidément, je sens que je vais bientôt débarquer chez toi, Caro. Ah, mais si tu vas dîner chez Caro, c'est un piège, Mathieu. Hein. Il sait te séduire. C'est un Jackson Zerbib, en fait. Il te séduit avec des plats, et là, tu ne veux plus bouger, quoi. Ouais, j'irai un jour, j'irai. Bah ouais. Bah écoute, à très bientôt. Hein. Tu sais que normalement, si tu es là au mois de juillet, je t'attends pour ma soirée d'anniversaire. Ouais, je pense que je serai de retour à Paris, en effet. Ouais. Eh ben, écoute, on se voit avec plaisir. Alors. Tu seras là, Caroline, aussi? Non, non, parce que pour le coup, moi, j'étais absente pendant 1 an, donc cet été, je vais voir un peu la famille à droite, à gauche. Et mais tu es de retour à Mulhouse, c'est ça? Tu es à Mulhouse en ce moment? Oui, ça y est, je suis de retour à Mulhouse. Je suis partie une année scolaire en Amérique du Nord. Mais ça y est, on est rentré. Belle expérience? Extraordinaire. Ah ouais. Incroyable, en fait. Découverte, ouverture d'esprit, c'est... T'as fait combien de villes? Ah, de villes? Eh bien, écoute, j'en ai fait 43, puisqu'on a fait 42 villes aux États-Unis. Et ensuite, on s'est installé à Vancouver, au Canada, sur la côte Pacifique. Ah oui, donc tu as eu le temps de vraiment bouger, voir. Exactement. Mais je te raconterai une autre fois parce qu'on est toujours sur le replay. D'accord, en effet. Bon. Et on ne peut pas parler sans être dans le replay? Caro va avoir 850 personnes à sa soirée d'anniversaire. Ouais, c'est ça. Pour ça, je n'ai pas dit la date et je n'ai pas dit le lieu. Bon, et ben gros bisous. Gros bisous à vous deux. À très vite. Et puis, mercredi prochain, Caro et David, plein de bisous. À très bientôt. Merci pour cet événement. Merci de votre confiance, les filles. À bientôt. Salut, bisous. Ciao. Bisous. Bisous. Ciao.